Merci, Monsieur Bazin. La parole est au président Jean-Luc Mélenchon. Fort rapidement, hélas, mais une fois de plus, voici la jubilation morbide devant l'état de la patrie. Mais dans une ambiance qui ne prête pas à la crédibilité. Nous ne pouvons pas croire que les cris d'orfraie que nous entendons aient la moindre véracité quand on s'apprête à confirmer 40 milliards de cadeaux fiscaux poursuivis à l'égard du grand patronat et du CAC 40. Et je vais vous dire, vous êtes dans une longue tradition où délibérément a été appauvri l'État. Dois-je rappeler, vous dites, ça fait 40 ans que ça dure. Qui gouvernait il y a 40 ans? Quel gauchiste échevelé? Le président Giscard d'Estaing, inventeur, entre autres trouvailles budgétaires, d'un emprunt de 4 milliards, gagé sur l'or, qui a coûté 4 fois et demi ce qui avait été emprunté. Monsieur Balladur, qui a emprunté, lui, 40 milliards pour des dépenses courantes à 6% d'intérêt. Trouvaille si intelligente qu'il a fallu rembourser de manière anticipée pour empêcher qu'on aille au gouffre. Ou bien messieurs Chirac et Sarkozy qui ont multiplié 84% la dette publique. Et vous venez après ça faire des leçons? Dois-je rappeler dans quel état étaient les comptes publics à la fin du gouvernement Jospin, dont j'ai été membre? Ils étaient au vert, notamment pour toutes les dépenses sociales, pas pour l'État, pas pour le budget de l'État, mais pour toutes les dépenses sociales. Alors, quand on se prépare à confirmer 40 milliards de cadeaux fiscaux, on ne vient pas faire la leçon sur la bonne gestion du budget de l'État. J'achève en vous disant que 3%, c'est du pipeau, de la musiquette. Ça a été inventé sur un coin de table par un inspecteur des finances. Les Allemands proposaient 5%, nous les Français, pour faire les malins, comme on était à 2%, on a dit 3%, ça fait sérieux. Ça n'a aucune signification particulière au plan économique. Le budget de l'État est plus qu'une comptabilité. C'est le premier acteur économique du pays. Si la dépense est mal engagée, vous en avez fait vous-même la démonstration, vous dites on dépense beaucoup et ça ne donne pas les résultats. Eh bien, c'est qu'on ne dépense pas comme il faut. Et il faut dépenser davantage pour correspondre au mode de vie des Français, qui n'est pas le même que celui de l'Europe du Nord, Mélenchon. où sont externalisés des comptes publics, tous les comptes sociaux. Merci, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Monsieur de Courson, vous souhaitez vous inscrire sur l'article? Vous avez la parole. Je trouve formidable les propos de notre collègue Mélenchon. Il a été ministre. Il a participé, comme beaucoup d'autres gouvernements, de toute sensibilité à cette situation. Et autant je partage, c'est vous qui le dites, autant je partage sa critique de la règle du 3%, la France ne peut pas se payer 3%, pas plus que 2%. Maximum 1%, Monsieur Mélenchon. Pourquoi 1%? Parce que dans le budget de l'État, il y a 380 milliards pour faire simple, il n'y a plus que 20 milliards d'investissement et 360 milliards de dépenses de fonctionnement. Donc 20 milliards, ça fait 1%. Voilà le maximum. Vous voyez un peu le chemin qui nous reste à parcourir. Et je dis cela, Monsieur Mélenchon, depuis 24 ans dans cette Assemblée, avec quelques autres, dont Gilles Carrez ici présent. Et, mes chers collègues, on est à 3-4 dans ceux qui voteront la loi de règlement, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, qu'on vote pour, qu'on vote contre, ça n'a aucune portée. Ça n'est pas important. Bon, on était à combien l'année précédente? On était à 3-6. Et cette année, le ministre, il a trouvé combien? Entre 3-2 et 3-4. Donc ça veut dire qu'on ne réduit plus le déficit budgétaire. C'est ça, Monsieur Mélenchon. Et si vous aimez notre pays, et je crois que ça doit être le cas, même si nous n'avons pas la même appréciation de l'amour de sa patrie, mais peu importe, eh bien, vous ne pouvez pas accepter cela, parce que ça veut dire que les générations futures, c'est elles qui paieront tout cela. Excellent. Bravo. Merci, Monsieur de Courson. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la discussion de l'article liminaire. Monsieur Guérini, la parole est à Jean-Luc Mélenchon. Interpellé, je réponds avec beaucoup de plaisir et je continue à mettre en cause le cadre intellectuel dans lequel on réfléchit. Certaines évidences méritent d'être traitées avec considération. Alors donc, c'est les générations futures qui vont payer la dette? Comment est-ce possible une chose pareille? Quelle est la durée d'un titre moyen d'un titre de dette en France? C'est pas 40 ans, c'est pas 25 ans comme une génération, c'est 7 ans et 3 mois. Et maintenant, si vous reconsidérez la dette telle qu'elle est, rapportée aux 7 ans et 3 mois pendant laquelle elle court, et non pas sur une seule année, ce qui ne se fait nulle part sur le budget de personne, alors le total de la dette de la France est 12% de ce qu'elle va produire pendant les 7 ans et 31 jours considérés. Elle est résiduelle. C'est la norme comptable
qui lui donne la proportion qui est inacceptable. Par qui? Par les agences de notation, et elles seules, car il n'est prouvé nulle part que le dépassement d'une dette sur PIB sur un an à 100% anémie une économie. En tout cas, qu'elle la tue. La preuve, c'est que les Japonais, qui ont 200% de dette, ne sont pas dans le mur. Pourquoi? Parce que c'est par l'épargne nationale qu'ils la financent. Maintenant, regardons cet aspect-là. Si cet argent est investi, vous avez 1 500 milliards d'euros dans l'assurance vie. 1 500 milliards d'euros. Si cet argent était investi en France, si les euros émancipés fiscalement étaient ceux qui étaient investis en France, et seulement cela, alors vous remettriez en route la machine. Pourquoi? C'est le FMI qui le dit. Pas notre agence à nous d'études. Le FMI, Madame Lagarde, dit que pour 1 euro emprunté et mis en investissement, on a 3 euros d'activité. C'est donc tous les comptes qu'il faut refaire, non pas en continuant sans arrêt de couper dans la dépense, comme si l'argent dépensé par l'État s'envolait en fumée. Cet argent retourne dans l'économie réelle. Ce sont des salaires et c'est donc de l'activité économique. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas qu'une façon de voir le circuit économique. Merci, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, la parole est à Monsieur de Courson. Oui, je voudrais dire à notre collègue Mélenchon que l'exemple du Japon, c'est vraiment l'exemple qu'il ne faut pas prendre. Pourquoi? Ils sont à 220, 230% de leur PIB en dette publique. Et vous savez quelle est la croissance depuis 10 ans du Japon? Zéro. Merci, Monsieur de Courson. Monsieur Alauzet, vous souhaitez vous inscrire sur l'article? Oui, notre collègue Jean-Luc Mélenchon aime à venir sur la doctrine. Je ne suis pas insensible, très souvent, à ces arguments. J'ai moi-même beaucoup de doutes sur les politiques qui peuvent être menées sur un banc, sur l'autre, ou celles que je peux soutenir, que j'ai pu soutenir dans le précédent mandat, ou que je peux soutenir aujourd'hui. Vous semblez n'avoir aucun doute. Aucun doute sur la solidité, l'issue favorable que la politique que vous pourriez mener serait la bonne. Et pourtant, il y a parfois des excès dans vos propos qui me font douter de la solidité de votre doctrine. Quand vous dites 3%, ça ressemble à rien. Ben si, ça ressemble à quelque chose. 3%, c'était quoi? C'était à l'époque où ça a été décidé, le taux de déficit qui permettait de ne pas augmenter la dette au prorata du PIB, quand il y avait 3% de croissance. Et quand il y avait seulement 60% de dette. Et à cette époque-là, 3%, ça permettait de maintenir effectivement la part de dette par rapport au PIB. Or, aujourd'hui, on n'a plus 3% de croissance, on a à peine 1%, on n'a plus 60% de dette par rapport au PIB, mais 100%, et du coup, c'est plus 3% qui serait nécessaire. C'est ce qu'a dit justement notre collègue de Courson, c'est peut-être 1,5%. Donc, effectivement, si on continue à ce stade-là, on va continuer à accumuler de la dette. Alors, vous mettez ça sur le compte, la doctrine, encore une fois, de la politique de l'offre. Le problème, c'est que depuis 40 ans, on a eu et de l'offre et de la demande. 5 relances depuis 1976, 5 de droite et de gauche, par l'offre et par la demande, les deux. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est-il passé à chaque fois? On a augmenté la dépense, et par l'offre et par la demande. À chaque fois, la recette n'a pas suivi, on a augmenté le delta et on a été obligé d'emprunter. Donc, ni la politique de l'offre, peut-être qu'elle a ses limites, mais la politique de la demande, qui est votre doctrine absolue, elle a aussi ses limites, elle provoque aussi de la dette. Donc je pense que si chacun peut un peu revenir à des réalités concrètes et mettre un peu de mesure dans ce propos, on sera tous gagnants. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Éric Woerth, président de la Commission des finances. Je voulais, Monsieur le Président, juste dire que ce qui est important, c'est que nos débats soient clairs. C'est des débats publics. Et lorsqu'on est inscrit sur un article, logiquement, il y a un rapport avec l'article. C'est quelque chose de... Voilà, il y a une discussion générale, il n'y a pas une discussion entre les uns et les autres sur ce qui passe par la tête. Ce qui est très très important, c'est que c'est un lien avec l'article. Donc essayez de le trouver, parce que franchement, je pense que sinon, on va aller dans une discussion qui n'a plus aucune clarté pour l'opinion publique, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Merci, Monsieur le Président. Est adopté. Les articles 3 à 6 ne faisant l'objet d'aucun amendement. Je vais les mettre également aux voix successivement. L'article 3. Vous souhaitez, Monsieur le Président Mélenchon, Je intervenir? réponds bien volontiers en faisant l'économie du temps de parole pour montrer le lien, car je ne veux pas faire injure à votre intelligence, à notre collègue, pour lui dire que, évidemment, quand on expose
une doctrine globale, on peut souvent donner le sentiment d'être plein de certitudes. Il vaut mieux en avoir quand on s'hasarde sur les chemins sur lesquels je me trouve. Je vais vous dire le fond de ce que je crois concernant la dette. Vous avez eu parfaitement raison d'établir le lien entre le pourcent de déficit et le PIB dans le contexte que vous décriviez. Mais cela montre que si on doit faire le chiffre que vous prétendez qu'il faudrait atteindre, Monsieur de Courson, on ne le peut pas. On ne le peut pas. Et l'Europe nous demande maintenant un déficit structurel de 0,5. Heureusement, on va discuter à perte de vue pour savoir ce que c'est qu'un déficit structurel. On va gagner du temps comme ça. Mais on ne le peut pas. À cet instant, je veux juste vous dire ça. Voilà ce que je crois. Personne ne paiera jamais ses dettes. Et je redoute le moment où il faudra en convenir. Regardez les gesticulations auxquelles on se livre pour la dette de la Grèce. Mais quand ça va faire le tour de l'Europe et que ça va arriver sur les gros morceaux comme l'économie française, alors on peut trembler. Parce que dans l'histoire, hélas, le non-paiement de la dette a toujours donné des résultats catastrophiques. C'est pourquoi, pour ma part, je vous le dis, mais vraiment franchement, Monsieur le Ministre, et en face, je préfère l'inflation, les 5 points d'inflation que serait le rachat de toutes les dettes publiques par la Banque centrale, et qu'on soit tous en vie que les autres possibilités, et une politique de la relance qui soit une rupture technologique, comme par exemple la transition écologique, plutôt que les autres formules qui ont été présentes dans l'histoire jusqu'à présent, la banqueroute qui détruit tout, la guerre qui détruit tout, parce que ce sont les 2 seules autres alternatives à la relance et à l'effacement de la dette. Personne n'en a jamais trouvé aucune autre. Ne prenez pas l'exemple de l'Espagne, ça ne durera pas, ce n'est pas structurel. Vous devriez citer le Portugal si vous deviez faire quelque chose. Quant aux Japonais, c'est la démonstration de ce que je dis. Une économie qui ne fait rien, qui n'a pas de jeunes, finit par décrépir. Voilà. Merci, Monsieur Mélenchon.